Merci Pierre-Olivier. C'est évident qu'il y a des défis énormes et un potentiel énorme pour accélérer la gestion, la productivité d'efficacité énergétique. C'est évident que les changements importants nécessitent les nouvelles façons de penser, les nouvelles stratégies et les nouvelles façons d'agir. Le thème du premier panel est comment ouvrir ce voie à la croissance des entreprises, soit par innovation, par la modernisation ou par l'information. Nos trois panélistes viennent ici, peut-être. Nous avons des chaises pour vous. Allez-y, Philippe, Luc, Anita, plaisir. Nous avons trois panélistes qui sont très expérimentés, innovateurs, qui vont nous présenter leurs perspectives et leurs idées. Philippe Dansky, qui est le président de Dansky Expertise en énergie. Philippe compte 25 ans d'expérience dans le domaine d'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des changements climatiques. Il siège présentement sur la comité conseil sur les changements climatiques du gouvernement du Québec et est également vice-président de l'Alliance canadienne pour l'efficacité énergétique. Bienvenue. Anita Travieso est chef des programmes affaires et services conseil de Hydro-Québec. Anita gère l'ensemble de l'offre d'Hydro-Québec destinée à la clientèle commerciale, institutionnelle et industrielle. Elle est responsable de la gestion des projets d'innovation technologique et commerciale réalisés par le Laboratoire des technologies de l'énergie d'Hydro-Québec. Ensuite, Luc Poirier, directeur développement compte majeur à Lumen. Dans son rôle chez Lumen, qui est le plus grand distributeur de matériel énergétique au Québec, Luc est responsable pour le développement des comptes et projets majeurs pour les solutions d'affaires. Il œuvre dans le secteur des nouvelles technologies en automatisation et réseautique industrielle depuis plus de 20 ans. Nous vous accueillons chaleureusement. Merci. Merci de votre présence aujourd'hui. Chaque panéliste fera une présentation d'environ 15 minutes. Après toutes les présentations, c'est après les présentations, nous aurons une courte période pour des questions. Philippe, vous pouvez commencer. Merci. Merci beaucoup. Le suspense est terminé. Alors, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici, Mme Sloan, M. Pinault. Je dois dire, je serais probablement moins intéressant que M. Pinault, probablement moins controversé et certainement je vais parler moins vite. Je n'ai pas cette même facilité que M. Pinault. Je veux quelques mots rapidement sur ma firme et ensuite on va direct dans le sujet. Donc, ma firme, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, on est basé ici à Montréal. On est une quinzaine de personnes qui ne travaillent qu'à une seule chose, développer des stratégies d'efficacité énergétique. Alors, c'est ce qu'on fait pour une clientèle assez diversifiée. Vous les voyez un peu sur la carte là. Donc, on développe des stratégies. Quand je dis stratégie énergétique ou stratégie d'efficacité énergétique, ça veut dire à la fois des politiques énergétiques. Donc, parfois, on développe des politiques ou des plans énergétiques pour des provinces ou pour des États américains. Parfois, on développe des plans d'économie d'énergie ou des programmes d'économie d'énergie, encore une fois, pour des gouvernements ou pour les entreprises d'électricité, de gaz
et d'autres qui sont tenus de les offrir et d'atteindre des cibles, dont les cibles que M. Pinault a mentionnées tantôt. On va travailler également pour accompagner des grands consommateurs, donc des propriétaires, par exemple, de parcs de bâtiments, pour les aider à mieux comprendre les opportunités d'économie d'énergie dans leurs bâtiments. Et en fin de compte, on va, de l'autre côté, évaluer la performance des programmes d'économie d'énergie. Donc, on fait ça dans toutes les provinces canadiennes. On le fait dans à peu près une quinzaine d'États américains également. En gros, c'est ce qu'on fait. Ça fait 25 ans que je travaille là-dedans. Ça fait 25 ans que je travaille dans les plans et les programmes d'économie d'énergie. Je dois vous dire que je pense que les raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui, ça fait au-delà de 20 ans. Ça fait 30 ans maintenant qu'on développe des programmes incitatifs. Les programmes incitatifs cherchent quoi? Cherchent surtout à convaincre, à aider, à encourager les consommateurs à remplacer leurs équipements par des équipements plus performants. Fondamentalement, c'est ce qu'on fait depuis des décennies. Depuis que je suis là-dedans, c'est ce qu'on fait. Et c'est une très, très bonne chose. On a réussi de grands gains. Si on regarde les 20 dernières années, par exemple, vous voyez le graphique ici, la ligne rouge, c'est ce que la demande énergétique, ou c'est la façon dont la demande énergétique aurait évolué, n'eût été pour ces gains d'efficacité énergétique, ce qu'on pourrait appeler une amélioration de la productivité énergétique. C'est grâce à cette amélioration de la productivité énergétique qu'on a eu principalement par des équipements plus performants que la demande a cru d'une façon moins importante. Ça veut dire quoi, pas décroissance, mais cette croissance moins importante? Pratico-pratique. Pratico-pratique, ça veut dire quelque chose comme 1500 pétajoules de moins qui est consommé année après année au Canada grâce à ces programmes d'efficacité énergétique. 1500 pétajoules, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me dit absolument rien, puis ça fait 25 ans que je suis là-dedans. Donc, pratico-pratique, si on met 1500 pétajoules, si on imagine que tout ça, c'est du pétrole, là, puis on imagine ça en termes de voitures, c'est 25 millions de véhicules. On consomme aujourd'hui l'équivalent de 26 millions de véhicules de moins que ce qu'on aurait consommé autrement, n'eût été pour les efforts, les programmes historiques en efficacité énergétique. Si on imagine qu'au lieu d'être du pétrole, ça aurait été de l'électricité, ça nous aurait pris 6 Bay James de plus pour nourrir la demande énergétique du Canada. Si on pense toutes sources confondues, la croissance de la demande aurait été 2 fois plus élevée qu'elle n'eût été pour les programmes, les interventions en efficacité énergétique qui sont livrés depuis 20 ans. Et si on pense au-delà de ça à l'environnement, on émettrait aujourd'hui 80 mégatonnes de CO2 de plus, année après année, n'eût été pour ces améliorations de productivité énergétique. Donc, c'est une très, très, très bonne chose. Mais, et là je reviens à ce que M. Pinault disait tantôt, quand on parle au Québec de réduire de 37,5 les émissions de CO2 d'ici 2030, pour moi, là, c'est très lointain, mais d'ici 14 ans. D'ici 14 ans, ça passe comme ça. Réduire les émissions de CO2 de 37,5 d'ici 14 ans, ça veut dire beaucoup, mais beaucoup plus de gains d'efficacité énergétique que ce qu'on a fait dans le passé. Et si on veut faire beaucoup plus de gains d'efficacité énergétique et donc beaucoup plus d'amélioration de notre productivité énergétique au Québec, ce qui peut être une très, très bonne chose, évidemment, pour notre économie, pour notre compétitivité, si on veut faire ça, on ne peut plus se limiter au remplacement d'équipements. On peut continuer, puis je ne veux pas minimiser l'importance. Il y a encore énormément à faire en remplacement d'équipements. L'innovation nous permet toujours d'avoir accès à de l'équipement de plus en plus performant. Donc, cette roue-là va continuer à tourner, mais on ne peut plus se limiter à ça. Il va falloir regarder au-delà des équipements, au système.
au processus, aux habitudes, au comportement et ultimement à l'intelligence énergétique que nous avons. Pour ça, ça va prendre non seulement une continuation, une accélération de ce qu'on fait déjà, de ce qu'on sait bien faire déjà, mais une accélération avec de nouvelles stratégies, de nouveaux moyens. Parmi ces moyens, c'est ce sur quoi ma firme travaille beaucoup, on peut penser à du financement innovateur, on peut penser à du benchmarking, on peut penser à plusieurs moyens, mais il y en a un dont on va parler aujourd'hui, les mégadonnées. Parce que les mégadonnées, c'est quelque chose auquel on n'avait pas accès depuis 20 ans, c'est quelque chose auquel on commence à avoir accès aujourd'hui. Donc, les mégadonnées, c'est quoi? Essentiellement, les mégadonnées, c'est comme le sexe chez les ados. Tout le monde en parle, personne ne sait comment le faire. Chacun pense qu'il est seul à ne pas le faire. Je me rappelle qu'à 15 ans, souvenir horrible. Et donc, tous prétendent le faire. C'est ça les mégadonnées. Mais pour rendre ça un peu plus concret, Joanne, en fait, m'a demandé de parler de quelques exemples là, de comment on peut utiliser les mégadonnées, comment on peut sortir de notre stade d'adolescence et commencer à vraiment apprécier ces mégadonnées. Comment on peut les utiliser pour l'efficacité énergétique. Essentiellement, les mégadonnées nous offrent deux choses en termes d'économie d'énergie. D'abord, une augmentation à l'échelle, une amélioration de l'échelle à laquelle on peut appliquer l'efficacité énergétique. Tantôt, M. Pinault, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, on travaille souvent des programmes d'efficacité énergétique bâtiment par bâtiment, un bâtiment à la fois. Or, on a 250 000, quelque chose comme ça, bâtiments ici au Québec. Un à la fois, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas, ça ne nous permettra pas d'atteindre les niveaux dont on a besoin d'atteindre au rythme auquel on a besoin d'évoluer. Il y a un exemple dans les bâtiments que j'aime beaucoup. Il y a de plus en plus, en passant, on est un peu dans les premiers balbutiements de l'utilisation de mégadonnées en efficacité énergétique, mais il y a quelques exemples qui émergent que j'aime beaucoup. Je vais en parler d'un ici qui s'applique pour les bâtiments commerciaux, qui s'appelle First Fuel. First Fuel, ils ont une idée géniale. C'est une équipe à Boston. Je n'ai aucune part dans First Fuel, je n'ai aucune rémunération. Mais j'aime beaucoup leur approche. Leur approche est essentiellement celle-ci. Ils font des audits énergétiques sans touche, c'est-à-dire des audits énergétiques sans jamais rentrer dans le bâtiment. Et je sais tout de suite que si je suis devant des ingénieurs, et je vois des ingénieurs que je connais ici, alors déjà, je suis inquiet pour ma santé. Si je dis ça devant des ingénieurs, je vais me faire torpiller. Mais ils font des audits énergétiques à distance. Pourquoi? Parce qu'on est capable maintenant d'utiliser des algorithmes assez avancés qui prennent les données détaillées de consommation sur une année complète, qui mélangent ça avec des données détaillées de météo, très ciblées, pas les données de météo qu'on va voir chez Météo Média, mais qu'on peut acheter, qui mélangent ça avec des imageries satellites très détaillées qu'on peut acheter et d'autres informations. On met tout ça ensemble et on se donne une idée de la performance énergétique du bâtiment. On fait quelques appels du bureau central, des appels avec les gestionnaires de bâtiments pour poser quelques questions de plus. Et voilà, et je simplifie énormément bien sûr, mais grosso modo, voilà, on est capable d'avoir notre audit énergétique du bâtiment. Pourquoi ça m'excite tellement cette entreprise et leur modèle? C'est pas parce que ça permet de mettre au rencard des ingénieurs en bâtiment, mais bien au contraire. Des ingénieurs en bâtiment, en anglais, on parle de building scientists, font partie de l'entreprise, sont au bureau chef, vérifient, étudient les dossiers, et tout d'un coup, on est capable de faire avec un seul building scientist, un seul ingénieur de bâtiment, on est capable de faire 20, 30, 50 fois plus de bâtiments que si cette seule personne avait à rentrer puis faire un audit énergétique individuel, bâtiment par bâtiment. C'est un exemple.
Soit dit en passant, lorsque First Fuel fait ses audits énergétiques, identifie les opportunités, ce qu'ils ont trouvé à date, vous le voyez dans le graphique en haut, grosso modo, dépendant du bâtiment, la moitié des économies d'énergie potentielles qu'ils ont dénichées, qu'ils ont réussi à trouver par ces audits, sont des économies associées aux opérations et non pas seulement aux équipements. Et ça, en soi, c'est un grand, grand progrès. Ça, c'est au niveau du bâtiment. Un autre exemple au niveau résidentiel, au niveau des collectivités. MyHeat, l'entreprise à Calgary, j'étais là il y a un couple de semaines. MyHeat, ils prennent des images aériennes, des photographies, des photos aériennes, pas uniquement de maisons, mais de communautés entières. Ils ont encore une fois la capacité de prendre les données, les mettre dans un algorithme et d'identifier, maison par maison, la quantité d'énergie qui est perdue par le toit. C'est imparfait, on s'entend. Il y a des murs, il y a des fenêtres, la maison est beaucoup plus que seulement le toit, mais quand on regarde, surtout quand on est en banlieue, l'image de ce qu'on est capable de récupérer par un toit mieux isolé est claire. Ce qui est intéressant avec MyHeat, c'est que ce n'est pas maison par maison. Bien sûr, on est capable de produire pour chaque maison individuellement sa cote de performance ou de gaspillage énergétique par le toit. Mais au-delà de maison par maison, on le fait communauté par communauté. On a ici, on va sur le site de MyHeat, on regarde cette communauté ici, qui est une communauté à la ville de Calgary. On est capable de cliquer, de prendre notre souris et de passer quartier par quartier. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet non seulement de savoir maison par maison où sont les opportunités, mais quartier par quartier, et donc de mieux cibler nos programmes. Et d'un coup, on n'a pas besoin de faire des programmes qui visent toute la province, alors que la moitié de la province, il n'y a aucun problème. On est capable de mieux cibler nos efforts, donc de faire des programmes de façon plus efficace, et en plus, avec les visuels, de mieux convaincre les propriétaires qu'on ne parle pas du Québécois moyen, mais qu'on parle de eux, spécifiquement. Il y a d'autres façons dont les mégadonnées nous permettent aujourd'hui de faire des choses qu'on n'aurait jamais été capable de faire auparavant, des choses à échelle. J'en passe aujourd'hui parce que je vois le temps qui file. Mais le deuxième élément que les mégadonnées nous permettent de faire, c'est d'être beaucoup plus chirurgical dans nos efforts. Je l'ai mentionné tantôt, cibler des clientèles, mais également mieux cibler des opportunités et également améliorer l'engagement qu'on a avec la clientèle. Ça m'amène à parler des entreprises. Dans les entreprises, la notion de mégadonnées, je ne suis pas sûr qu'on soit là présentement. Mais parlons de ce que les données des entreprises peuvent nous permettre de faire aujourd'hui. Ils peuvent surtout nous faciliter le développement d'un système de gestion de l'énergie. Un système de gestion de l'énergie, j'ai deux collègues ici qui vont vous parler plus amplement. Je vais simplement dire quelques mots. Le système de gestion de l'énergie a essentiellement, il y a plein de façons différentes de le faire, soit dit en passant, mais grosso modo, on parle de 5 composantes. Ça prend d'abord et avant tout l'engagement de la haute direction. Ça veut dire une vision, ça veut dire des cibles corporatives, ça veut dire une reddition de comptes. Ça prend une planification. On doit faire des analyses énergétiques. On doit se donner des objectifs, on doit se donner des cibles, un plan d'action, on doit savoir c'est quoi notre baseline de performance et on doit se donner des indicateurs de performance qu'on va suivre. On doit évidemment mettre en œuvre des améliorations, mettre en œuvre des projets, mettre en œuvre des contrôles opérationnels, mettre en œuvre la formation énormément parce que tout le monde dans l'entreprise devient impliqué dans ces systèmes-là, la communication et ainsi de suite. On doit ensuite faire le mesurage et la vérification et c'est là où, encore une fois, les outils de collecte de données nous facilitent plus la vie qu'autrefois. Et finalement, on doit améliorer notre système en continu. On est en boucle. Il n'y a jamais de perfection aujourd'hui parce que les choses s'améliorent tellement rapidement, les choses progressent tellement rapidement et on veut tirer profit constamment des innovations dans notre domaine, l'amélioration continue du système. Il y a
Au Canada, il y a beaucoup et même aux États-Unis, il y a beaucoup de programmes qui visent à encourager les systèmes de gestion de l'énergie. Je mets ici un tableau qu'on avait produit dans le cadre d'un balisage de meilleures pratiques pour ces programmes-là. Je n'irai pas point par point, mais simplement dire que les systèmes de gestion de l'énergie peuvent comprendre de nombreux outils, que ce soit l'embauche d'un gestionnaire de l'énergie, du coaching, la formation, l'outillage, et ainsi de suite. Beaucoup de façons différentes de faire la gestion de l'énergie, beaucoup de façons différentes de les promouvoir aussi via des programmes, mais bref, il faut qu'on encourage davantage les systèmes de gestion de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va trouver les gains opérationnels, les gains, que je vais dire, de culture à la limite, les gains qui vont au-delà de simplement le changement d'équipement ampoule par ampoule. Et ça, on a grandement besoin si on va atteindre les cibles dont M. Pinault a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Notre deuxième panéliste, Ania Travieso. Merci, premièrement, à Pamela Sloan et à M. Pinault de nous avoir invités. Et Philippe, tu as vraiment fait une belle introduction à mon sujet, étant donné que je vais parler particulièrement du volet de système de gestion de l'énergie. Alors, premièrement, de façon secondaire, je veux aussi vous présenter, excusez-moi, je veux participer à ce colloque. C'était très intéressant pour nous de pouvoir participer sur l'amélioration de la productivité énergétique au Québec, étant donné que c'est un sujet qui tient vraiment Hydro-Québec à cœur et depuis plusieurs années, on est impliqué dans les programmes d'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, en 15 minutes, je vais essayer de vous présenter un résumé du processus en amélioration continue qui permet aux entreprises d'aller au-delà des projets traditionnels en efficacité énergétique par la mise en place d'un système de gestion d'énergie pour obtenir des gains de productivité, de rentabilité et de compétitivité. Je sais pas comment... en tout cas. Ça ne passe pas au suivant. J'ai le même problème que Philippe. Ah, c'est là. Non? Oui? OK. Donc, on va commencer par la définition du système de l'énergie. Un système de gestion de l'énergie est un processus d'amélioration en continu de l'énergie qui est structuré et systématique. Il est inspiré de la norme volontaire du management de l'énergie ISO 50001. Elle a été adoptée au Canada en 2011. Le suivi de la consommation d'énergie devient une partie intégrante des méthodes de gestion rendant l'énergie visible, dans le but d'identifier et de quantifier la consommation inutilement utilisée, de découvrir les potentiels d'économies insoupçonnés et ainsi mettre en place les mesures correctives pour accroître la productivité, pour ultimement améliorer le rendement énergétique. Comment est-ce que les projets traditionnels en efficacité énergétique diffèrent des projets de la gestion de l'énergie? Quand on parle de la gestion d'énergie, c'est vraiment un processus. Donc, les projets traditionnels sont des remplacements d'équipements. Ils nécessitent des investissements en capital. Ils sont souvent en compétition avec d'autres projets dans l'entreprise. Donc, parfois, ils sont soit reportés ou même mis de côté si les budgets ne sont pas au rendez-vous. Et donc, ce qui se produit aussi, c'est que les projets les plus faciles à faire sont déjà faits. Pour aller plus loin, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre en œuvre un système de gestion de l'énergie qui va permettre de mettre en place et de découvrir les mesures de maintenance ou d'exploitation qui sont à très faible retour sur investissement, donc avec très peu ou pas d'investissement en capital. Ça va nous permettre d'augmenter la productivité, la rentabilité et la compétitivité à très faible coût. Et grâce à cette approche structurée et systématique, on va assurer la pérennité des économies à long terme.
Le processus de la mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie requiert notamment l'engagement de la haute direction, car elle va devoir libérer les ressources nécessaires pour mettre en place ce processus. Elle doit fixer des cibles précises à atteindre et la façon qu'on va aller de l'avant pour réduire ou prendre note de l'énergie, au même titre qu'on fait sur la production et tout autre indicateur. Il faut également penser de mettre un gestionnaire d'énergie qui va être responsable de l'énergie, qui va travailler de concert avec les intervenants des différents départements ayant une influence sur la performance énergétique. La sensibilisation et la formation en gestion de l'énergie à tous les niveaux de l'entreprise est également essentielle, car tous les gestes comptent et tous les intervenants de l'entreprise doivent bien comprendre que l'impact de leurs actions a un impact ou une influence sur la performance énergétique de leur entreprise. Et la mise en œuvre du système d'information de gestion d'énergie, comme mentionnait Philippe, c'est sûr que si on n'a pas les données et on n'a pas l'information pour suivre l'énergie, on ne va pas pouvoir être en mesure de corriger ou d'ajuster les cibles. Les éléments essentiels de l'approche sont système, information et organisation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on agit sur les systèmes. Donc, les systèmes sont les machines, les équipements qui consomment de l'énergie. On donne de l'information, on met de l'information du mesurage en continu de l'énergie sur ces systèmes par l'entremise d'un SIG, un système d'information, et on change la façon d'organiser le travail. Il faut absolument que l'énergie devienne et fasse partie de la façon de suivre cet indicateur au même titre qu'on suit la production ou tout autre élément. Il faut que l'opérateur devant la machine soit capable de visuellement voir si son objectif au niveau énergétique est sous contrôle. Le facteur clé du succès de l'implantation d'un système de gestion de l'énergie, je vous dirais que ça se joue vraiment au niveau de la direction. Il faut que la direction assure le leadership de la mise en œuvre et de l'exploitation du système de gestion de l'énergie, car c'est vraiment un changement culturel dans l'entreprise qui doit être amorcé. Comment améliorer la performance énergétique? Dans une usine, là c'est écrit usine, mais ça peut être un bâtiment. En premier lieu, ce sont les économies découlant de changements technologiques. Il ne faut pas minimiser ces économies-là. Ça, c'est les projets traditionnels en efficacité énergétique. Donc, on change des équipements, on modernise, on met des équipements plus performants. C'est clair qu'il faut commencer. En tout cas, c'est le début. C'est ça qu'on fait depuis plusieurs années. Une fois qu'on a mis en place ce genre d'économie, on est à la recherche d'économies supplémentaires, car on voit, et on l'a vu dans toutes les présentations, le potentiel est encore là. Comment le faire? On se dit que ça se passe par les économies résultant d'actions au quotidien dans l'organisation. C'est ce qu'on appelle le contrôle opérationnel au quotidien. Comment le faire? Comment le rendre de façon structurelle, opérationnelle? Il faut implanter un système de gestion de l'énergie. Et l'outil qui va nous permettre de mesurer la performance de notre système, c'est le système d'information, car il va permettre d'identifier les pistes d'amélioration et va permettre de créer des indicateurs de performance énergétique pour rendre l'énergie visible. Pourquoi rendre l'énergie visible? Afin de découvrir et de suivre les bénéfices provenant des différents axes d'intervention. Ça va nous permettre d'identifier les sources de gaspillage. Ça va nous donner la possibilité de découvrir les possibilités de récupération et le tout afin d'avoir une alimentation énergétique optimale. C'est clair qu'on consomme tous de l'énergie, les bâtiments, les usines doivent consommer, mais est-ce qu'elles consomment de façon optimale? On ne peut pas le savoir si on n'a pas des indicateurs sur l'énergie, sur les usages significatifs afin de réduire. Et comment faire ce dépistage? Ça se fait par le contrôle opérationnel au quotidien. Ici, je vais vous montrer un exemple réel d'une usine qui a débuté ce processus-là dans un secteur particulier. Et là, on voit vraiment clairement l'impact des gains provenant du contrôle opérationnel au quotidien. Ici, on voit, ça c'est vraiment chaque petit
chaque petite barre, c'est un dimanche où il n'y avait pas de production. Et on voyait qu'avant la mise en œuvre du système de gestion de l'énergie, ce secteur-là consommait 6 000 kWh les dimanches, et chaque dimanche de façon systématique, sans jamais avoir de production dans ce secteur-là. Dès qu'ils ont commencé à mettre des indicateurs sur l'énergie et à suivre l'énergie et à donner des alarmes et des critères de suivi aux opérateurs, on voit graduellement, c'est sûr qu'il y a des périodes d'ajustement, mais on voit graduellement la ligne bleue qui démontre les économies. Et on voit aussi à l'intérieur d'une période de 6 mois, ils ont passé d'un scénario de référence de 6 000 à 500 kWh. C'est clair que ça représente au niveau électrique à peu près 10 000 $ d'économies, mais ce sont des économies qui sont récurrentes, car les indicateurs et le suivi, les alarmes sont visuels, sont suivis par l'opérateur. Il y a des alarmes qui se donnent aux gestionnaires et aux superviseurs lorsque ça dépasse le seuil pour mettre en place des mesures correctives. Les étapes de la mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie de façon structurée, je vais vous les présenter sommairement parce que je vois le temps qui file. On commence par se concentrer sur les usages énergétiques significatifs. Donc, on n'est pas nécessaire de regarder l'ensemble de l'usine ou de l'entreprise. Il faut vraiment se concentrer sur les usages énergétiques significatifs. Comment qu'on le fait? C'est par du mesurage. On va chercher les données en continu pour nous permettre d'analyser, optimiser des rapports de performance, distribuer cette information afin de pouvoir agir sur tous ces paramètres. C'est ce qu'on appelle le système d'information. Une fois qu'on a tout ce système d'information en place, on peut passer à l'action. Et qui doit passer à l'action? Tout le monde. Ça passe de la direction jusqu'aux finances, jusqu'aux opérateurs, tous les intervenants qui ont un impact direct ou indirect avec la consommation énergétique doivent être impliqués avec le critère ou la valeur énergétique. Une fois qu'on a mis ces indicateurs d'énergie et ils sont suivis de façon systématique et structurée, on a ce qu'on appelle le système de gestion de l'énergie. Nous avons une approche en amélioration continue et donc à ce moment-ci, une fois que c'est en place, nous avons atteint une performance énergétique optimale. Au début de la présentation, je vous ai mentionné que c'était calqué sur le processus ou la norme volontaire ISO 50001. Ici, on voit vraiment un autre schéma qui est représenté sur le cycle planifier, faire, vérifier, agir. Et encore une fois, on voit que ça débute par la politique énergétique. Donc, la haute direction doit être impliquée. Il y a toujours une planification énergétique qui doit être faite. Donc, le comité va être responsable de planifier, de voir là où ils doivent se concentrer sur les données de production, météo, etc., pour essayer de vraiment donner des bons indicateurs qui vont permettre à l'entreprise de se concentrer sur les bons éléments. Ils mettent en place le système opérationnel, donc un contrôle au quotidien. Et encore une fois, on voit qu'on est dans une boucle en continu. Je ne sais pas si c'est lisible, mais on vérifie, on analyse, on corrige les non-conformités, on fait des audits internes, on fait des revues de management une fois par année pour revoir si les cibles au niveau de la politique énergétique sont assez agressives, si elles ne sont pas assez, s'il faut les corriger, et c'est une boucle en continu. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aller vers la certification ISO 50001 pour aller chercher les gains, c'est juste une méthode qui nous aide vraiment à structurer l'approche. Donc, pour résumer, je vous dirais qu'il y a comme 3 éléments essentiels à la gestion d'énergie. Ce sont, le premier, les changements organisationnels. Donc, on agit sur les systèmes, on met en place tout ce que je viens de dire, le comité, la politique, les indicateurs. Ça passe par les changements technologiques. Il faut absolument mesurer, puisqu'on ne peut pas suivre ce qui n'est pas mesuré. Et ultimement, mais non pas le dernier, c'est vraiment des changements comportementaux. Car toutes les actions en efficacité énergétique à travers l'organisation ont un impact sur la performance énergétique. Et les actions au quotidien vont permettre d'aller chercher des gains quotidiens dans le but d'augmenter la performance énergétique de l'entreprise en la rendant plus compétitive et plus productive. Et pour terminer, juste pour vous dire que ceux qui sont intéressés, si vos clients ou vous êtes intéressés à
mettre en œuvre un système de gestion de l'énergie, Hydro-Québec est présent, a deux volets. Le volet analyse pour aider à détecter d'où l'entreprise commence. Est-ce qu'elle est déjà axée vers un processus en amélioration continue? Ça peut donner des indices sur les usages significatifs et voir s'il y a vraiment une volonté de la haute direction d'aller vers cette façon de faire. Si tous les éléments clés sont là, on peut passer à la deuxième étape qui est vraiment le volet de gestion de l'énergie. C'est sûr que nous, on va donner un appui sur la partie électrique. Et là, on va aider dans la mise en place, donc on va donner des appuis financiers pour le SIGE et aussi pour l'accompagnement, la formation, tout ce qui est requis pour mettre en place le comité afin de vous rendre performant dans l'approche système de gestion de l'énergie. Merci. Merci, Anita. Notre troisième panéliste, Luc Poirier. Bonjour. Mon nom est Luc Poirier, je suis directeur de développement des comptes majeurs industriels chez Lumen. Rapidement, faire un tour un petit peu de qui nous sommes. Il y a deux volets à Lumen. Il y a l'entité québécoise qui est basée pour la province, qui est une bannière d'une société qui s'appelle la Sonépar. Sonépar, en bref, c'est une compagnie privée dont le siège social est en France. C'est une compagnie qui est exclusivement de distribution électrique sur 41 pays, 5 continents. Nous sommes numéro 1 dans 16 pays à travers le monde. 40 000 employés, 2600 bannières à travers le monde, dont un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars canadiens en 2015. Au Québec, Lumen, nous avons été fondés en 1962 et puis nous sommes le plus important distributeur de matériel électrique d'automatisation au Québec. Nous sommes distributeur exclusif des produits d'automatisation de Rockwell Automation, qui est un fabricant américain mondial. Nous sommes à 34 points de vente au Québec. Nous livrons partout au Québec en 24 heures, 560 employés au Québec et membres depuis Sonépar depuis 1984. Pour ceux qui demeurent sur la région nord, sur la 440, entre le route 13 et la 15, nous avons bâti l'an dernier un nouveau building de 400 000 pieds carrés. Donc, nous avons aménagé depuis juillet passé. C'est le siège social, l'entrepôt central et tous les services qui sont pour nos clients chez Lumen. Je vais mettre la table par rapport à ce que Philippe parlait tantôt, pas nécessairement, peut-être pas dans le même contexte des adolescents, mais au niveau des... C'était bon. Moi, je prétendais. L'entreprise connectée, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du, excusez l'anglicisme, là, Internet of Things, l'Internet des objets? Oui, non? Oui. Je pense que ce qui nous touche le plus dans les Internet des objets, c'est ceci. Right? C'est un objet extrêmement intelligent, extrêmement puissant, qui va nous donner quantité de mégadonnées qu'on parlait tantôt. Et moi, je vais vous parler de l'aspect industriel de ça. Qu'est-ce que l'Internet des objets, quel est l'impact de l'Internet des objets dans l'industrie par rapport à la suite de ça, de l'efficacité énergétique? J'ai un petit clip vidéo de Microsoft. Donc, Microsoft Industrie, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on traditionnellement va être relié ensemble, mais je vais vous montrer, si ça fonctionne, un petit clip de Microsoft sur l'Internet des objets en industrie. Cette info-là qui est intéressante par rapport aux petits robots. Regardez comment ils décrivent ça.
Entre autres, un des associés à cette technologie-là, c'est Rockwell Automation, qui est un de nos produits fournisseurs. Alors, McKinsey a divulgué des études de marché mondiaux. D'ici 2020, on prévoit d'avoir 1 milliard de nouvelles personnes qui vont rejoindre la classe moyenne, ce qui représente en dépenses de consommation 8 trilliards. Je ne sais pas si c'est français, mais c'est 8 000 milliards de dépenses en consommation. L'impact de tout ça, ben, c'est 30 plus d'eau, 80 plus d'acier, 100 plus de véhicules. Ce qui est le plus important, c'est 50 plus d'énergie qui vont être nécessaires pour supporter cette augmentation de population au niveau de la classe moyenne. Donc, les défis commerciaux, bien, ça va avoir la volatilité des coûts, réduire les coûts, maintenir un avantage concurrentiel, la prévisibilité des prix. Il va y avoir de la rareté, ce qui n'est pas le cas au Québec au niveau énergétique, mais à travers le monde, en Amérique du Nord, il va y avoir des raretés. Quelque chose qui est très social aussi, c'est le développement durable. Ça fait partie intégrante maintenant de nos quotidiens et c'est un impact qui va être lié aussi aux industries. Et évidemment, bien, d'État en État, les réglementations gouvernementales vont être supportées aussi. Donc, tout ça, ce sont des défis que les industries en particulier vont avoir à faire face dans les 10-15 prochaines années. C'est quoi les avantages de prendre et de faire un programme d'efficacité énergétique? Il y a plusieurs éléments. On peut, à travers les industries, quand je rencontre les gens pour essayer de parler comment que l'énergie peut être plus efficace, économisée, etc., le premier réflexe qui vient en tête de liste, c'est l'électricité. Comment je peux réduire mes coûts électriques? Puis au Québec, bien, c'est un petit peu paradoxal parce que nous sommes dans l'abondance. Par contre, il y a un anglicisme que j'ai essayé de traduire en français, puis c'était pas vraiment évident, mais c'est wages. W-A-G-E-S. Et G-E-S, rien à voir avec les gaz, là. Mais c'est water, air, gas, electricity, steam. Si on le fait en français, ça fait E-A-G-E-V. Fait que j'aime mieux wages. C'est important pour les industries de considérer cet aspect-là. Et c'est le message que j'apporte, c'est-à-dire que oui, il y a une efficacité énergétique, ce n'est pas nécessairement juste et exclusivement l'électricité, ce qui est le réflexe qu'on développe, mais c'est plutôt basé sur l'ensemble de ce que l'industrie va consommer au niveau des 5 ressources primaires de la fabrication. Donc, ça peut réduire les coûts, on peut avoir une transparence des coûts, c'est inévitable qu'il y ait une amélioration de la performance, on va contrôler les risques, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Une chose qui est claire, si on regarde typiquement les équipements qui vont se retrouver dans une industrie, vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Et c'est le message que j'apporte aux dirigeants d'entreprise, c'est que, à quelque part, que ce soit de la petite PME jusqu'à la grande industrie, en passant, les meilleurs au Québec au niveau de programmes de gestion d'énergie, ce sont les grosses entreprises. Malheureusement, il y en a de moins en moins. C'est les PME, moyennes entreprises, qui sont les moins performantes en efficacité énergétique. Donc, c'est important qu'on puisse promouvoir ce type de solution-là à tous les niveaux du marché industriel au Québec. Donc, les industries vont avoir soit une turbine, un réfrigérateur, un mélangeur, un refroidisseur, une bouilloire, etc. Bien, il faut comprendre l'évolution de la consommation énergétique, il faut comprendre les raisons pourquoi on l'utilise, il faut comprendre aussi de quelle façon la consommation énergétique va contribuer au coût de la production. On a parlé de l'Internet des objets, on a parlé énormément des mégadonnées, on a parlé beaucoup de choses. Maintenant, dans le concret, au niveau d'une industrie, comment que cette industrie-là va connecter et avoir toutes ces informations-là? Bien, il y a une panoplie d'équipements qui sont généralement installés dans une ligne de fabrication. Il va y avoir des contrôleurs, pour ceux un petit peu plus techniques, mais des automates programmables. Il va y avoir des centres de contrôle de moteur, il va y avoir des
opérateurs, il va y avoir des variateurs de vitesse de moteur, etc. Il va y avoir des compteurs d'eau, il va y avoir énormément d'équipements qui vont être reliés, entre autres, aux wages. Tout ça, maintenant, grâce à l'Internet des objets, va être historisé, manipulé et transformé dans des contextes d'information où est-ce que les décisions vont pouvoir être prises sur le champ pour la production. Un exemple concret, c'est le fun parce que j'ai le temps. J'ai vu dans une démonstration, dans un congrès d'automatisation, une industrie qui faisait des pains. Et un de leurs gros clients avait une demande urgente de pain. Et c'était non cédulé, c'était quelque chose qui était arrivé pour une raison X, Y, Z. Et la simulation était qu'il recevait 500 000 pains qu'il devrait produire d'ici 2 jours. Et la compagnie recevait de leurs clients la demande. Ils avaient à l'écran toute la gestion de planification de leur production et ils prenaient la commande et la transposaient dans le graphique du calendrier de production. Et à chaque place que cette production-là était rajoutée, le système donnait la consommation énergétique de cette production-là supplémentaire. Mais la consommation énergétique était basée jusqu'à comment qu'un employé allait consommer d'eau, de chauffage, si ça se faisait la nuit, quelle était, tu parlais tantôt de météo, de prévision météorologique, etc. Si c'était l'hiver, les transformateurs peuvent être plus efficaces, donc ils pouvaient augmenter la vitesse de la ligne. Bref, est-ce qu'il y avait des coûts supplémentaires, de temps supplémentaire pour les employés, comment de bouffe qu'ils pouvaient prendre selon les corps de travail qu'ils pouvaient faire, les machines, comment ils pouvaient consommer, tout était calculé dans les algorithmes de calcul. Et la compagnie avait live, à chaque fois qu'ils déplaçaient le lot de production dans le calendrier, les profits engendrés par cette commande-là urgente. Donc, ils pouvaient utiliser le système pour déterminer l'endroit où c'est qu'ils feraient le plus d'argent. En bout de ligne, c'est le but ultime. Une des façons, c'est d'avoir des connectivités de ce type-là. Chez nous, nous avons depuis 15 ans des logiciels, des solutions qui font de la gestion énergétique. Au Québec, je peux vous faire une petite confidence, les installations de ce type de logiciel-là sont extrêmement basses parce que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment évolué au niveau à part les gros consommateurs d'énergie, mais les entreprises industrielles ne sont pas sensibilisées beaucoup à ce type de logiciel-là, de système aussi également. Mais on peut avoir énormément de rapports, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des tendances, des rapports d'Excel, des chartes de demande, des tableaux de bord de 48 heures, des rapports tabulaires, énormément des tableaux de bord, énormément d'informations live qui peuvent être faites sur la gestion et l'efficacité énergétique des entreprises qui vont utiliser ce type de logiciel-là. Mon point là-dessus, c'est que c'est une technologie qui n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une technologie qui est créée et que les industries vont être à une version 1.0. Ce sont des systèmes qui sont existants depuis 15 ans. Donc, c'est juste vous mettre à l'affût de ça, comme quoi que déjà au niveau des technologies industrielles, il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles. Là-dessus, c'est exactement, il me restait 15 secondes, c'est parfait. Merci à vous trois. Nous avons maintenant une période pour des questions. Je vous invite de poser des questions à nos panélistes. Des questions? 2 questions? Mais il faut aller à microphone. Oui? Oui, voilà. Et s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner votre nom. Bonjour, Luc, tu parlais que les solutions étaient là, la technologie est là. Quelqu'un qui veut l'utiliser peut faire des progrès, des gains immenses, mais que malheureusement, il n'y a pas assez d'adoption, il manque de traction.
C'est quoi pour toi peut-être le déclencheur? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour changer la donne? Parce que si on ne fait rien, on peut peut-être imaginer qu'on va faire du surplace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vos stratégies de vente, là, quelques secrets de l'humaine peut-être pour nous, là. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Il y a plusieurs choses. C'est certain qu'il y a une éducation qu'il faut faire. Puis ça revient au message au Québec tantôt. Je pense que les dirigeants d'entreprise se doivent d'avoir le message comme quoi que il y a des opportunités d'affaires puis il y a un business gain là-dedans. J'ai eu la chance de voir, puis je vais donner un exemple, j'ai eu la chance de voir une industrie de transformation de poulet qui était capable de me dire combien de GES qui étaient par poulet, qui travaillaient sur les choses. Donc, je regarde ça, je me dis « wow, c'est le fun ». Et là, j'ai posé la question aux dirigeants, j'ai dit « est-ce que tu as un impact financier sur ton entreprise de cette statistique-là » Puis c'est là qu'il y a un peu qu'il y a le bémol. C'est là qu'il y a un peu il y a une forme de gap qui est là. Alors, les solutions, c'est de l'éducation. C'est certain qu'il faut que le gouvernement vienne avec certains programmes pour les sensibiliser. Parce que le challenge qu'on a, c'est un peu comme vous parliez tantôt de retour sur l'investissement. Les gestionnaires d'entreprise vont gérer un retour d'investissement sur 12 à 18 mois. Et de la gestion énergétique, on a vu tantôt un paquet de statistiques, c'est sur des années. Sauf que c'est stable. C'est croissant, c'est stable. Donc, il y a un gain majeur là-dedans. La solution, c'est l'éducation, programme, puis sensibilisation. Merci. Ici. Bonjour, Pascal Geneviève, groupe Conseil Carbone. Monsieur Dunsky, vous avez parlé de ce nouveau driver qui est la lutte au changement climatique pour améliorer l'efficacité énergétique. Si j'ai bien compris, vous avez mentionné qu'il faut aller beaucoup plus vite et grâce notamment au système de gestion de l'énergie. Alors je me demandais comment est-ce qu'au sein des entreprises, vous voyez qu'elles comprennent ce nouveau défi d'aller encore plus loin lié à cette contrainte de réduction des gaz à effet de serre et comment elles mettent ça en pratique pour améliorer leur efficacité énergétique. Vous voulez ça en 1 minute ou... écoutez, je pense qu'il y a énormément de choses à faire en entreprise que je n'énumérerai pas aujourd'hui, mais peut-être que je reviendrai au point qu'on vient de faire. Il faut que... Ça prend un couple de choses à la base. Ça prend un intérêt de la part de la haute direction. Ça prend une... je ne veux pas dire une éducation, là, c'est un peu péjoratif, mais une prise de conscience qu'à terme, on va vers là. Et à terme, les entreprises qui vont avoir délaissé la performance énergétique vont perdre. Et une fois qu'on se dit ça, là, il faut mettre en place les systèmes, et on peut parler de système de gestion de l'énergie, on peut parler de trouver un champion à l'interne, on peut parler d'embaucher un gestionnaire de l'énergie. Il y a une panoplie de solutions, en fait d'étapes à mettre en œuvre, morceau par morceau, mais à la base, ça prend la conviction que la productivité énergétique, même dans une entreprise pour qui l'énergie n'est pas une immense partie de son portefeuille, est important, doit être essentiel et doit monter en haut ou en tout cas, disons au moins vers les priorités de la haute direction. C'est le plus important. Si on ramène ça à une échelle plus large, ce que ça veut dire, et encore là, pour revenir au point de tantôt, fondamentalement, c'est la vente. Il faut vendre ça à la haute direction. Et ça, ce n'est pas donné. Et souvent, on a des entreprises qui ont des champions, qui sont brillants, qui savent que leur entreprise peut faire énormément de gains en efficacité énergétique, mais qui n'ont pas nécessairement la capacité de vendre cette chose-là. Et il faut aider à vendre l'efficacité énergétique, pas simplement à dire que c'est bon et attendre que tout le monde vienne. Je dirais ça. Merci. Merci. Oui, bonjour. Pierre Rosade de la Régie de l'énergie.
J'ai une question sur la difficulté justement de vendre ce que vous nous avez bien présenté, les avantages d'un système de gestion de l'énergie. J'aimerais voir élaborer sur le rôle que pourrait jouer l'exercice d'un recommissioning pour faire la démonstration que quand on ne s'occupe pas de gérer son énergie, comment on a une dérive de sa consommation, et que de faire un exercice ponctuel au départ, regarder ce que ça coûte de ne pas gérer l'énergie. Maintenant, il faut maintenir ces acquis-là. Qu'est-ce que vous en pensez du rôle de l'exercice de recommissioning dans la vente de ce que vous nous avez vendu ce matin? Oui, je peux commencer. Le recommissioning est effectivement une façon ou un autre, je pense, un autre mot pour utiliser ou pour parler de gérer son énergie. De gérer son énergie. Donc, c'est sûr qu'il faut débuter à un moment donné une entreprise qui n'a pas pris en charge son énergie ou n'a pas rendu l'énergie visible, ne s'est pas nécessairement concentrée sur les effets de la non-performance des équipements. Alors, donc, le recommissioning peut démontrer clairement que le baseline ou la situation initiale n'est pas optimale. Mais de le faire de façon ponctuelle, en tout cas, moi, je suis de l'avis que ça ne donnera pas nécessairement les gains escomptés à long terme qu'on essaye de miser lorsqu'on met une approche systématique comme la gestion de l'énergie avec tous les éléments qui sont requis. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je vois le recommissioning comme un élément faisant partie d'une grande famille qui est vraiment l'enveloppe globale qu'on appelle la gestion d'énergie. Ce que j'ai trouvé intéressant de votre question, c'est que vous avez parlé de recommissioning en termes d'outils de vente. De vente de l'efficacité énergétique et de son importance et de son opportunité. Et à ce niveau-là, je vous rejoins énormément. Et effectivement, c'est pas recommissioning en soi, ça ne va pas produire des gains extraordinaires à long terme, mais outils de vente, oui. Cela étant dit, c'est un outil parmi d'autres parce que ça suppose qu'on est capable de rentrer dans l'usine et de faire l'exercice de recommissioning, ce qui est un effort ou une réussite en soi. Alors, je pense qu'il faut juste penser il y a une énorme panoplie d'outils qu'on peut avoir à notre disposition pour mieux vendre l'importance de l'économie d'énergie. Le recommissioning en est un, si on est capable de rentrer dans la porte, mais vous parlerez à n'importe quel vendeur de n'importe quoi, le plus grand défi, c'est de rentrer dans la porte en premier lieu. Et ça, une fois qu'on est là, on parlera de recommissioning. Bonjour. Alexandra Guitron, consultant en environnement. J'ai deux questions. C'est quoi la liaison de M. Pineau parlait d'une hausse de efficacité énergétique, émissions de gaz à effet de serre dans les bureaux, mais c'est une liaison avec les PIB et l'émission de gaz à effet de serre, mais c'était en connexion de l'industrie et les bureaux. Alors, j'imagine que c'est aussi comme les investissements des usines ailleurs, dans d'autres pays, dans les pays développés. Alors, ici, c'est plus les bureaux qui gèrent, et c'est ça comme c'est une augmentation de PIB ici, mais c'est une réduction des gaz à effet de serre dans les usines. Je ne sais pas si je m'explique correctement, mais je vois cette connexion. Maintenant, les pays développés sont en train d'investir ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a une augmentation des PIB, mais une diminution en émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est clair? Je m'excuse, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Si je comprends la question, c'est est-ce que la réduction qu'on peut, le transfert de l'économie, la réduction de l'intensité énergétique au Québec
que j'ai un peu illustré, parce qu'il y a de plus en plus du PIB qui est généré dans le secteur des services. Est-ce que c'est pas, et avec une réduction du secteur industriel, est-ce que c'est lié à un déplacement des industries vers les pays en développement? Oui. C'est en partie vrai, mais c'est aussi une tendance mondiale. Quand on regarde à peu près tous les pays du monde, sauf 2 ou 3 exceptions, il y a une réduction de l'intensité énergétique parce que même dans les pays en développement, plus de richesse est créée dans le secteur des services. Quand on regarde la Chine, par exemple, la Chine développe de plus en plus le secteur des services. Donc, en bout de ligne, ce n'est pas spécifique au Québec. Cette réduction de l'intensité énergétique, c'est la richesse globale planétaire se crée de plus en plus hors du secteur industriel et de plus en plus, moins dans le secteur industriel, de plus en plus dans le secteur des services. Et donc, on a une réduction de l'intensité énergétique à peu près dans tous les pays du monde, sauf à quelques exceptions près. Même malgré le fait que, oui, effectivement, il y a un certain transfert de la production d'acier, évidemment, elle quitte l'Europe, l'Amérique du Nord pour aller en Asie ces 20 dernières années. Donc, il y a un certain transfert, mais c'est pas, ça ne change rien à la donnée de base que le PIB, la richesse se génère de plus en plus dans le secteur des services. Parce que ça que je comprends, c'est qu'on est en train de déplacer les émissions de gaz à effet de serre de pays développés aux pays en développement, même pour le remplacement d'équipements. Parce que, par exemple, le Mexique est en train d'acheter les machineries des compagnies de l'Allemagne, de l'Amérique, des États-Unis, qui, oui, ils ont l'argent pour investir et améliorer la machinerie, mais Mexique ou d'autres pays en développement sont en train d'acheter cette machinerie qui c'est seulement comme un déplacement des émissions. Mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là, mais c'est pas en Chine, par exemple, il y a des statistiques qui ont été faites que 20% des émissions chinoises étaient liées en fait à l'exportation et à des biens de consommation consommés dans les pays où la Chine exporte. Mais c'est véritable, les gaz à effet de serre sont un problème mondial, mais il faut évidemment avoir des solutions globales. Mais l'efficacité des entreprises, malgré tout, doit être augmentée, évidemment au Québec, mais dans tous les pays du monde. Et ce n'est pas, ce qui s'est passé au Québec, c'est pas juste une question de déplacement des émissions vers l'extérieur. La majorité des émissions québécoises, c'est lié au transport, les bâtiments, et le transport et les bâtiments, ce n'est pas des choses qu'on peut exporter facilement. Merci. Oui. Amélie Laframboise de Fonds d'Action. Nous, en tant qu'investisseurs dans les PME du Québec, en fait, quand je vous écoute, la question que je me pose, parce que Luc, vous disiez la pénétration dans les entreprises du Québec est vraiment faible de ces technologies-là. Puis, qu'est-ce qui est accessible dans ce type de solutions-là aux PME? Est-ce qu'il y a des solutions de plus petite taille ou il y a quelque chose possible dans ce que vous décrivez qui peut justement percer ce marché-là? Puis, est-ce pertinent pour les plus petites entreprises aussi? Parce que ça avait l'air de grande taille, en fait, ce que vous présentiez. Oui, effectivement, j'ai montré un système complet, puis un système total. Mais une des choses qui est le fun, c'est justement le fait d'avoir une infrastructure d'Internet des objets, qu'elle soit partielle, petite, moyenne, grande. La technologie est la même. Et ces types de systèmes-là sont modulaires. Donc, on peut designer et proposer des systèmes aux différentes entreprises parce que l'impact énergétique, puis moi, je vais toujours dans un contexte wages, l'ensemble complet de ce qu'une entreprise va avoir besoin pour produire n'est pas le même d'un type d'industrie par rapport à une autre. Donc, on va moduler les systèmes, on va proposer les systèmes soit petits, les systèmes de contrôle, il y en a écoutez, il y a des systèmes de contrôle qui coûtent 220 $ une pièce pour contrôler une machine. Donc, c'est au niveau coût et disponibilité, de flexibilité du système, il n'y a vraiment pas de problème. C'est beaucoup plus une question de sensibiliser. Puis pour répondre à une des questions tantôt, justement par rapport à comment on peut vendre un système comme ça à une entreprise, une des questions que je pose souvent, c'est combien que ça vous coûte 15 % de plus de gaz naturel? Combien ça vous coûte 15 % de plus une augmentation d'électricité? Comment ça vous coûte 15 % si la ville a décidé de mettre des compteurs d'eau dans votre usine? Ça va vous coûter combien de plus?
Et la plupart du temps, les PME, entre autres, ne connaissent pas l'impact. Et ça a un impact direct sur le rendement de l'entreprise. Donc, on va ajuster les systèmes par rapport à ces paramètres-là. Et ça va donner un retour sur investissement qu'on vise, parce qu'eux veulent le 12 à 18 mois, là, mais on essaie de rester dans ces paramètres-là. Ça, c'est le challenge qu'on a. OK. Donc, vous avez des exemples, on pourra se parler, mais de PME qui ont pris des bouts de Absolument. solutions et qui sont super intéressantes. Oui, oui. OK. Bonjour, c'est Joanne Whitmore de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Je suis co-auteur du rapport dont Pierre-Olivier a présenté les résultats tout à l'heure. Super intéressant. Je suis vraiment contente, en fait, des présentations. C'est exactement ce que je voulais. Sauf que ce que je constate, c'est que souvent, quand on parle d'efficacité énergétique, surtout pour les entreprises, on parle des grandes entreprises. Ça rejoint un peu le point de Mme Laframboise, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les gens, les employés, justement pour faire ça, parce que ça demande des ressources. Est-ce qu'il y a comme une version, Mme Travieso, qui serait plus adaptée peut-être pour des entreprises qui sont peut-être des petites industries ou des plus petits producteurs qui pourraient avoir un accompagnement pour faire ça, qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources humaines comme dans le modèle que vous avez proposé. Et puis après ça, peut-être mon autre question, ça rejoint plus Luc. Le financement, parce que quand on parle de programme d'efficacité énergétique, souvent on va financer justement des équipements, etc. Mais ça, c'est un équipement, c'est des données, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens que tu pourrais travailler avec les distributeurs puis le gouvernement actuel pour avoir du financement, pour aider les clients avec lesquels tu travailles pour mettre en place ces systèmes-là, pour avoir les bénéfices finalement que tu parles? Bon, en premier lieu, c'est sûr que si on parle vraiment de l'offre qu'on a par rapport à la gestion de l'énergie, pour nous, c'est vraiment le concept de base. Il faut que l'entreprise se prenne en main. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait des employés disponibles pour prendre en charge ce concept. Toutefois, pour les plus petites entreprises, on a quand même des appuis financiers j'allais dire, plus traditionnels là, dans l'efficacité énergétique, donc remplacement d'équipements, modernisation, etc., qui est disponible à tous. Mais on a le volet analyse, qui est un volet quand même qui pourrait être utilisé par une entreprise plus petite qui voudrait voir de quelle façon amorcer peut-être une petite partie de gestion d'énergie et donc aller chercher des outils à un niveau inférieur, comme expliquait Luc, ou des petits morceaux, des choses plus simples, aller chercher sans rentrer vraiment dans ce que nous, on considère l'encadrement total de la gestion de l'énergie. Ça fait que, je ne sais pas si ça répond clairement, mais on n'a pas une offre intégrée sur la gestion de l'énergie pour les plus petits consommateurs, puisqu'on juge que cette méthode vraiment structurée est quand même limitée pour les petites. Ça va être plus difficile pour une petite entreprise qui n'est pas vraiment dans un minding d'amélioration continue, ISO 50001, ISO 14001, 9001. Si on n'est pas vraiment déjà organisé comme ça, on voit ça, la barrière est beaucoup plus haute pour les PME. Je vais te donner un exemple de programme qu'on utilise avec soit le gouvernement ou justement avec Hydro-Québec. Tout le monde est à l'affût maintenant des changements d'éclairage. Tout le monde connaît le DEL. Et dans les industries, partout, institutionnelles et tout ça, il y a des programmes de conversion d'éclairage qui sont quand même extrêmement... ils récompensent énormément les industries ou les PME qui vont participer à des programmes comme ça. Pour répondre à ta question, c'est qu'il n'y a pas de programme spécifique sur la globalité de la productivité énergétique. Et ça, c'est un manque. Et oui, effectivement, si on pourrait, parce que l'exercice est le même, si on est capable de calculer dans une industrie comment que le coût d'entretien, de changer une lumière à 50 pieds dans les airs dans une usine, c'est que ça prend des barrières de sécurité, des équipements, des employés, etc., et qu'on le transpose sur une lumière au DEL qui va durer 25 ans, bien, il y a une économie là-dessus. Mais c'est très sillonné dans les programmes. Et nous, on participe à ça. On a une équipe qui va s'associer au programme et on va proposer à nos clients l'économie potentielle qu'ils peuvent faire avec ça.
Malheureusement, à ce que je sache, il n'y a pas, soit dans les gouvernements ou soit dans les distributeurs d'énergie au Québec, un programme global. Et que, oui, effectivement, nous, on s'associerait à ça demain matin, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une chose qui peut être faite, qui est faite ailleurs aussi, et on a parlé tantôt de l'approche Hydro-Québec pour les plus grandes entreprises très structurées, mais dans plusieurs régions ailleurs, on met sur pied une aide financière, si on veut, là, pour partager les coûts d'un gestionnaire de l'énergie, ou en fait pour engager un gestionnaire de l'énergie qui est à temps partagé entre plusieurs PME. Ça peut aider énormément parce que ça permet à quelqu'un, un individu qui est bien formé pour la chose, de rentrer dans une industrie qui sait exactement ce qu'il doit chercher, d'identifier des opportunités et ensuite de partir, entre autres avec avec les apprentissages de cette entreprise et aller au suivant. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à très bien fonctionner et qui peut-être qu'on peut se permettre de faire pour les PME, PMI, d'une façon plus simple, plus souple que ce qu'on fait pour les grandes entreprises où là, on veut vraiment assurer une approche englobante. Merci. Deux dernières questions, ici et ensuite ici. Bonjour, moi c'est Bachir Moui de CapCop 22. Je vous remercie déjà pour vos interventions, c'était fort intéressant. La question que j'avais, c'est comment les entreprises québécoises, c'est une question peut-être un peu plus générale et plus ouverte sur le monde, mais comment les entreprises québécoises participent à positionner le Québec en tant que leader mondial d'efficacité énergétique. Plus une question ouverte pour savoir un peu les stratégies des compagnies qui œuvrent en efficacité énergétique pour aller s'ouvrir à l'international. C'est là qu'on m'a nommé pour répondre à cette question. La question était plus dirigée pour vous aussi. Je pense que la réponse facile serait de dire le Québec, bien honnêtement, bien humblement, là, on n'est pas un leader en efficacité énergétique au monde. On est un leader dans plusieurs choses, mais et là-dedans, on n'est pas les pires non plus, là, mais on n'est pas un leader. Il y a des exemples que je pourrais donner en Amérique du Nord, par exemple, où vraiment on prend un leadership nord-américain là-dedans et tout le monde les regarde pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils accomplissent en termes d'amélioration de la productivité. Cela étant dit, il ne faut pas exagérer non plus, là. On n'est pas des... Excuse-moi, moi aussi, c'est ma deuxième langue. Moi aussi, je cherche parfois les mots. On n'est pas des laggards. On est loin d'être les pires non plus, là. On fait des choses, on avance, mais j'avoue qu'on a peut-être une culture ici au Québec, grâce à l'hydroélectricité qu'on a, qui est comme inculquée dans notre culture depuis des décennies, depuis un couple de générations maintenant. On a une espèce de culture qui nous dit que, d'une part, c'est pas cher, et d'autre part, c'est peut-être positif même, ou en tout cas, on n'est pas face à des centrales au charbon, donc on a peut-être moins besoin, on sent moins l'urgence de devenir plus efficace. Pour moi, c'est un défi qu'on a, c'est un défi de plus qu'on a en matière de productivité. Ça nous ralentit en termes de productivité. Mais voilà, c'est le défi qu'on doit prendre. J'ai l'honneur de poser la dernière question, puis je pense qu'elle va faire un peu le pont avec la deuxième série de panélistes. Je suis Geneviève Gauthier chez Econolaire en efficacité énergétique dans la consultation. Chez nous, on va conseiller là, autant des unités des gouvernements que vraiment des clients là, sur le terrain. Puis j'ai une question sur laquelle j'ai des réflexions, mais que j'aimerais vous entendre sur vos réflexions à propos de ça. Un des freins qu'on voit, puis beaucoup sur le terrain, autant dans les gestionnaires, chez les gestionnaires de bâtiments que chez les petites, moyennes entreprises et même les grandes entreprises, est l'externalisation de beaucoup des services à l'intérieur des entreprises. Et quand je pense externalisation, on parle d'externaliser l'achat de la biomasse, externaliser l'entretien des équipements, externaliser le service conseil en ingénierie, l'implantation de projets, la gestion de projets, tout ça autant, là, comme je disais, dans les petits bâtiments que les grands, les petites entreprises industrielles que les grandes.
Puis pour moi, ça, c'est un des freins qui est majeur, duquel on n'a pas abordé aujourd'hui, quand on parle je l'ai en anglais, même si ce n'est pas ma langue maternelle, empowering, quand on parle de rendre les gens, là, on veut que l'entreprise se prenne en main, on veut que le système de gestion de l'énergie soit vraiment pris en charge par la haute direction, tout ça, mais dans les faits, c'est pas simple comme ça, parce qu'on parle de non seulement plusieurs départements, mais on parle de plusieurs compagnies qui ont des intérêts différents, par rapport à la rentabilité, qui ne sont pas la rentabilité de l'entreprise, parce que quand on parle d'externalisation de services, ils ont leurs propres intérêts financiers. J'aimerais vous entendre un peu si c'est un frein que vous avez vu, si c'est un enjeu, puis si vous avez des pistes de réflexion pour des solutions. Je peux, encore une fois, donner un exemple, une anecdote d'un service qu'on offre, qui est externe et qui est de la maintenance prédictive par infonuage dans les industries. Donc, ce que ça va être, c'est une centrale, un centre de contrôle qui est 24 sur 24, 365 jours, et qui va gérer des algorithmes de calcul sur le rendement des équipements, et ils vont prédire quand l'équipement va devenir défectueux. Et ça se fait de façon externe. Ce que j'ai comme remarque par rapport à ça au niveau des clients, justement dans l'externalisation de ces services-là, de ces technologies-là, c'est qu'ils nous disent, bien là, on n'aura plus besoin de département de maintenance, etc. Moi, ce que je leur réponds, je dis, bien, ça dépend. Ça serait le fun si on aurait au Québec un centre excuse l'anglicisme, mais de remote monitoring. Donc, le but là-dedans, je ne vois pas ça comme un défi, je vois ça comme une réalité. Puis, le mot que j'utilise souvent aussi chez les clients par rapport à l'externalisation d'aller à différents services, c'est est-ce que « what's in it for you » C'est quoi le gain que ton entreprise a à le faire? Si on peut prouver qu'il y a un gain de faire de rendre les équipements prédictifs dans leur rendement énergétique, dans leur rendement opérationnel, etc., il y a un gain pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas dans un contexte de pénalisation de l'entreprise, c'est plutôt dans un contexte d'augmentation et de croissance de l'entreprise. Et quand on va voir les dirigeants et on leur propose ces technologies-là, la plupart sont extrêmement réceptifs à ça. Mais c'est encore une fois, c'est une question de culture. Il y a énormément de gens qui vont voir un effet défensif à externaliser des choses, mais la gestion de l'information et la technologie qui sont disponibles maintenant, c'est inévitable. Parce que les entreprises ne sont plus aussi performantes au fil des années. S'ils ne regardent au moins pas ces paramètres-là de croissance et de performance d'entreprise. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce que je remarque. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie, vous trois, pour ce panel. C'est très stimulant et vous pouvez voir par les questions que vous avez provoqué des réflexions profondes. Vous avez nous mis dans la piste pour le changement avec les actions concrètes qu'on peut utiliser, soit les mégadonnées, les systèmes de gestion, les systèmes de logiciels, tout ça. Donc, merci beaucoup pour toutes vos contributions. Nous prenons maintenant la pause de café. Joanne me dit que nous devons revenir ici à 10h45 exact. Merci beaucoup.